France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe. En cette semaine où les citoyens réclament d'être mieux défendus par une Union européenne qui boosterait son économie et son autonomie. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Lamy. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous avez été commissaire au commerce de 1999 à 2004, directeur général de l'OMC de 2005 à 2013. Et puis aujourd'hui, vice-président de la Fondation Jacques Delors Friends of Europe, vice-président du Forum sur la paix. Il y a moins d'un an, vous estimiez qu'il ne fallait pas surréagir aux propos et aux initiatives de Donald Trump qui finirait, je cite, par s'arrêter. Il ne s'est pas arrêté. Il s'est arrêté un paquet de fois. Et donc, il reste une très grande différence entre la rhétorique, la scénique, cette espèce d'hyperactivité, et la réalité. Et quand c'était vraiment important pour nous, l'exemple du Groenland en tête, il a reculé. Alors, comme toutes les semaines, nous avons sélectionné quelques nouvelles du vieux continent. C'est tout de suite l'Europe en bref avec Oyana Almandoz. 89% des Européens souhaitent voir l'Union européenne plus unie, selon Eurobaromètre. La sécurité est la préoccupation principale des sondés, avec 72% se disant très préoccupés par les guerres à proximité de l'Union. 39% redoutent même l'avenir de l'UE, un pessimisme particulièrement fort en France, où ce chiffre grimpe à 55%. Les 27 ont classé les gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste. Cette unité d'élite des forces armées est visée à la suite de la répression sanglante des manifestations anti-gouvernementales. En représailles, l'Iran a qualifié les armées européennes de terroristes et convoqué tous les ambassadeurs de l'UE à Téhéran. Le Parlement européen reprend l'examen de l'accord commercial avec les États-Unis, qui instaure des droits de douane à 0% pour les biens américains et 15% pour les Européens. Il a été bloqué il y a quelques semaines en réaction aux menaces de Donald Trump d'annexer le Groenland. Après le recul du président américain, les eurodéputés prônent le dialogue, comme l'indique Bernd Lange, président de la commission commerce. Les eurodéputés sont prêts à avancer rapidement, à condition que les États-Unis respectent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Union. Le Parlement de Strasbourg votera l'accord, mais se réserve le droit de le suspendre au besoin. Alors, Pascal Lamy, ce sondage Eurobaromètre que l'on vient de mentionner est révélateur de la défiance des Français vis-à-vis de l'Union européenne. 38% à peine en ont une image positive, 29% une négative, c'est un des plus forts taux. Et puis, ils sont aussi les plus pessimistes, avec les Néerlandais d'ailleurs, sur l'avenir du monde à 68%. Pourquoi ? D'abord, ce sondage récent montre que les Européens sont très en soutien de l'intégration européenne et que les menaces extérieures ont accentué ce soutien dans l'ensemble de l'Europe. Mais vous avez raison, il y a un cas particulier qui s'appelle la France et qui se distingue par un pessimisme considérable par rapport aux autres sur l'avenir, un grand attachement à la construction européenne, notamment chez les jeunes, mais chez les plus âgés, il y a une espèce de corrélation entre l'avenir de l'Europe et la perception d'un avenir positif. Et ça, c'est, dans le cas français, préoccupant. C'est comme ça depuis un bon moment. Et disons, si on regarde les 27 pays de l'Union européenne, c'est pas très très surprenant que la France se distingue par le fait qu'elle est perçue, elle se perçoit elle-même comme allant plus mal que les autres. L'épisode du traité avec les pays du Mercosur qui a été adopté malgré l'opposition de la France et des agriculteurs, est-ce que ça a diminué cette confiance dans la commission von der Leyen chez nous ? Alors, pour l'instant, ça ne se voit pas parce que le sondage date de novembre. Mais disons, on sait que les décisions sur la politique commerciale de l'Union se prennent à la majorité qualifiée depuis le traité de Rome, pas depuis hier. De temps en temps, la France gagne ses votes, de temps en temps, elle les perd. On verra quel est l'impact sur l'opinion. Il y a encore un épisode en cours qui est de savoir si
compte tenu du fait que le Parlement a demandé d'interrompre la procédure pour avoir un avis juridique de la Cour de Luxembourg, savoir si, ou non, on décide de l'application provisoire de cet accord. Moi, je trouve que compte tenu du fait que le Parlement européen a une très courte majorité, mais ça, c'est la démocratie, a voté pour un délai, je pense que le Conseil et la Commission devraient respecter ce vote du Parlement européen. Alors, en amont d'un fameux Conseil sur la compétitivité qui va se tenir le 12 février, le commissaire français à l'industrie, Stéphane Séjourné, a signé une tribune avec plus de 1000 patrons pour demander des achats de préférence européennes dans les secteurs stratégiques. Mais on dirait qu'il doit convaincre encore sa boss, von der Leyen. C'est une idée qui fait du sens dans un certain nombre de domaines, notamment lorsque nos concurrents à l'international le font. Et notamment les Américains, les Chinois, et pas que. Le problème de fond, il est assez simple. L'Union européenne doit investir dans les années qui viennent, dans sa défense, dans la transition digitale, dans la transition écologique. Nous n'avons pas assez de croissance pour faire ça. Notre potentiel de croissance aujourd'hui, c'est la moitié des Américains, un tiers des Chinois et un quart des Indiens. Il faut augmenter notre potentiel de croissance. Et notre potentiel de croissance, il est sous nos pieds, avec enfin le marché intérieur. Et d'ailleurs, c'est la première grande campagne que va lancer cette fondation Jacques Delors Friends of Europe, dont vous avez parlé. Nous lançons une grande campagne pour enfin finir le marché intérieur en 2028, notamment dans les domaines où il y a encore plein de trous dans la raquette, l'énergie, la finance et le digital et les communications. Notre gisement de croissance, nous avons besoin de croissance, on a un gisement sous nos pieds et on ne l'exploite pas. Ouais, enfin, on n'a pas de gisement concernant certains minerais critiques, terres rares. La Cour des comptes de l'Union européenne nous alerte sur notre dépendance extrême à la Chine dans la matière, qui rend notre objectif de 42% de renouvelables en 2030 pour produire notre énergie totalement hors de portée. On fait quoi ? On est comme tout le monde. Comme les Américains, comme les Canadiens, comme les Indiens, on est devenu trop dépendant de la Chine, qui a un monopole sur, en gros, 80% du raffinage de ces terres rares et de ces matériaux critiques, qui sont essentiels pour la transition verte et pour le digital. Et donc, il faut faire une alliance, et c'est d'ailleurs ce que les États-Unis et l'Europe et le Japon, un petit peu, on a un partenariat stratégique qui Il faut que ceux qui sont trop dépendants de la Chine s'allient ensemble pour devenir moins dépendants de la Chine et créer une force, en quelque sorte, économique, qui contrebalance la force du monopole que les Chinois ont très intelligemment, il faut dire. Les Chinois ont acquis ce monopole parce que ça fait 20 ans qu'ils investissent dans l'exploitation de terres rares dans les pays en développement, le raffinage chez eux. Or, ce qui compte, c'est le raffinage. Et donc, on est tous beaucoup trop dépendants des Chinois. Et la seule solution, c'est d'essayer de se mettre d'accord ensemble. Avec les Américains qui sont les alliés de l'Europe en matière commerciale. On peut signer des traités avec eux. Il y a des cas où il faut, dans des circonstances comme celle-là, qu'on se mette d'accord avec les États-Unis et M. Trump, même si ça nous fait mal à l'estomac. Il y a des moments où les rapports de force, c'est des rapports de force. Alors justement, parlons de rapports de force. Direction le Grand Nord, du 2 au 5 février, se tenait à Tromsø, en Norvège, la conférence Arctique Frontières qui rassemble chaque année politiques, analystes et décideurs économiques ou scientifiques des pays du Grand Nord. La question de la défense après l'épisode du Groenland était au centre des débats. Reportage de nos envoyés spéciaux Isabelle Romero et Luc Brown. L'aube se lève sur le bateau des gardes-côtes à Tromsø. À bord, le ministre des Affaires étrangères de Norvège fait visiter le vaisseau à Kaja Kallas, chef de la diplomatie de l'UE. Elle plaide pour une stratégie arctique de défense commune. La crise du Groenland nous a montré que quand nous sommes unis, nous sommes forts. Donc, nous avons vraiment besoin de travailler ensemble. Mais nous voulons aussi travailler avec nos alliés américains pour renforcer encore davantage la sécurité du Groenland. En effet, les menaces sont multiples. Non loin de la Norvège, les bases russes de la péninsule de Kola regroupent une des plus fortes concentrations d'armes nucléaires. Ces armes sont principalement dirigées contre le continent nord-américain.
Mais c'est d'ici qu'on peut les intercepter, qu'on peut suivre les sous-marins russes. Donc je crois qu'il y a des raisons objectives pour les Américains de s'intéresser à cette zone et nous continuons de travailler avec eux. À quelques centaines de mètres, à la conférence Arctique Frontières, forum des pays du Conseil de l'Arctique, qui regroupe les 8 pays ayant une façade arctique, la question du Groenland est très présente. Malgré le recul de Donald Trump, la confiance a été brisée. Nous devrions avoir une place à la table des négociations. Rien de décidé sur le Groenland sans l'avis du Groenland. C'est une de nos lignes rouges. Si vous ne nous respectez pas, nous aurons du mal à collaborer avec vous. Si tout n'est pas réglé, après une grave crise de confiance entre alliés de l'OTAN, un groupe de travail a été créé à Washington. Viviane Motzfeldt, ministre des Affaires étrangères du Groenland, en tire ses conclusions. La leçon, c'est à quel point le monde peut être fragile. Mais en même temps, cela nous montre que la solidarité, même dans un monde fragile, nous rend plus forts. Mais malgré les provocations de Donald Trump, la plupart des participants ne remettent pas en cause le rôle de l'Alliance Atlantique. Au sein de l'OTAN, on discute maintenant quelle est la réponse de défense, de sécurité collective sur le Groenland et cette partie de l'Arctique à prendre. Et on discute ça maintenant et ça va être donc décidé parmi les alliés. En mars prochain, en Norvège, un exercice militaire arctique baptisé Cold Response mobilisera 25 000 hommes de 14 pays et les délégations les plus importantes de 4 000 à 5 000 soldats seront celles des Français et des Américains. Pascal Lamy, on attend d'ailleurs toujours les résultats des discussions qui ont eu lieu entre Américains, Danois, Groenlandais qui sont en cours. Comment va se terminer cette crise de confiance majeure ? D'abord, merci d'avoir fait vibrer mon cœur d'ancien officier de marine avec ces images sublimes de paysages et de bateaux un peu plus modernes que ceux que je servais à l'époque. Je pense que l'affaire du Groenland, pour Trump, ça a été un pont trop loin. Il a été obligé de reculer, d'abord parce que les marchés financiers ont réagi, ensuite, d'après ce qu'on entend dire, parce que son chef d'état-major lui a dit « Nous, on ne va pas aller tirer sur des troupes européennes de l'OTAN au Groenland. » Ça compte, ces choses-là. Et ensuite, parce que effectivement, les Européens ont réagi en envoyant un certain nombre de soldats là pour marquer, si je puis dire, la ligne rouge. Donc je pense que cet épisode-là, pour l'instant, je pense que Trump est calmé, si ça peut arriver. Il reste le vrai sujet de fond de la relation transatlantique à partir du moment où les Russes occupent la partie de l'Ukraine qu'ils occupent après l'avoir envahie, qui est « maintient-on une solidarité euro-américaine en soutien de l'Ukraine contre les Russes ?» L'épisode Groenland, pour l'instant, si je puis dire, est réglé, pour l'instant. Il n'ira pas plus loin. Et il est exact qu'on peut probablement, si Trump a un problème avec la sécurité de cette zone, qui a d'ailleurs quelque chose à voir avec le changement climatique, parce que si maintenant on parle autant d'Arctique, c'est parce que c'est devenu une région qui n'était plus aussi désertique qu'elle était avant. Enfin, laissons ça de côté. Le vrai sujet, c'est l'Ukraine. Et nous sommes toujours sous une pression américaine, parce que M. Trump, un jour dit « je soutiens », l'autre jour « on va se mettre d'accord avec les Russes », le troisième jour « ah ben non, ça prend trop de temps », et puis le quatrième jour « ah ben finalement, quand... bon, là on a et M. Zelensky l'est encore plus sous pression américaine. Les Américains sont leaders dans ces négociations de paix entre Russie et Ukraine à Abu Dhabi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ces négociations en tant que telles, même si nous, Européens, ne sommes toujours pas à la table ? Oui, enfin disons, s'il devait y avoir un cessez-le-feu, je ne vais même pas parler de traité ou d'accord de paix, on sera inévitablement à la table, parce qu'il faudra des troupes pour garantir les accords qui ont été faits, et nous sommes, si je puis dire, à la table. Le paquet de 90 milliards d'euros que l'Union européenne vient de mettre sur la table au soutien de l'Ukraine, c'est un acte européen
C'est pas un prêt d'ailleurs, hein, c'est vraiment de l'argent qu'on va leur donner. C'est vraiment de l'argent qui leur permet d'acheter des armes pour se défendre. Pendant 2 ans. Et donc, on est maintenant dans une situation, si vous voulez, en gros, où le soutien à l'Ukraine, c'est 2 tiers d'Europe et 1 tiers d'États-Unis. Mais le tiers d'États-Unis, notamment dans tout ce qui concerne les observations spatiales et le renseignement sur le positionnement des troupes russes dans ces régions, est aujourd'hui encore absolument essentiel. Voilà encore un domaine où, pour l'instant, on aimerait bien pouvoir se passer des Américains, notamment compte tenu de ce qui s'est passé avec le Groenland, parce qu'on s'est dit, oh là là... Mais c'est juste impossible. Pour l'instant, ça n'est pas possible. Et je pense qu'il faut être lucide sur ces situations, qui, pour l'Europe, est une situation gênante, si je puis dire, mais qui lui dit une seule chose, il faut que tu sois plus forte dans l'avenir. Sur l'Iran, pendant que les États-Unis de Donald Trump sont dans l'escalade militaire avec le régime, l'Union européenne a désigné les gardiens de la révolution organisation terroriste. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que d'ailleurs notre réponse est suffisamment adaptée aussi, dans le verbatim peut-être, à cette expression particulièrement sanglante? Avec l'Iran, il y a un problème qui est là depuis longtemps, qui est leur programme nucléaire, que nous voulons arrêter, et là-dessus, on est parfaitement d'accord avec les Américains et un certain nombre d'autres pays. Et puis, il y a ce régime qui est épouvantablement répressif et qui vient de commettre des crimes de masse. Et là, c'est une autre question. La question de savoir si on envoie, comme le fait Trump, des bateaux dans la zone pour faire changer le régime, étant entendu à supposer que les mollahs disparaissent du paysage politique, ce qui, à mon avis, prendra du temps, qui va les remplacer. Et une solution militaire pour déposer un régime sans une certaine idée de ce qui va suivre, à mon avis, c'est quand même risqué. Merci Pascal Ami d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos antennes, l'actualité continue.